Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. C'est quoi l'amour pour vous? Rendez-vous les 24 et 25 octobre au Palais des Congrès d'Antibes pour le premier congrès C'est quoi l'amour pour vous? Un rendez-vous puissant pour remettre l'amour au cœur de notre société. Pour prendre votre place, c'est très simple. Vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre votre place directement sur le site. Les places sont limitées à 500 personnes. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour Candice. Bonjour Julien. Bonjour Comment à tous. vas-tu? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, très bien, merci. Tu es en France là ou tu es à Londres? Là, je suis à Londres aujourd'hui. Ah ok. Oui. Ouais, je suis basée à Londres, même si je travaille toujours beaucoup en France. Donc, ouais. Ok. Alors, nous, on se connaît depuis un petit moment. Tu es déjà intervenu sur le congrès Innovation en éducation. Tu as participé aussi au magazine Innovation en éducation. Ça fait quelques années maintenant. Et puis, là, aujourd'hui, on va parler de bien-être et de santé mentale. Santé mentale qui est un enjeu majeur, apparemment, de notre France, de chère et tendre France depuis 1 an. Tant mieux, parce qu'effectivement, c'est un vrai enjeu. Et on va parler notamment de ton projet Wise Up qui a l'air de prendre de l'ampleur. Enfin, tu vas nous parler de tout ça. Avant qu'on parle de tout ça, on va te laisser te présenter, Candice, pour qu'on sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Ok, merci Julien. Alors, de formation, moi j'ai eu une longue carrière d'abord dans la santé, notamment dans la santé mentale en tant que psychologue, psychothérapeute. Je suis aussi ostéopathe parce que depuis le début de ma carrière, j'avais du mal à séparer, on va dire, le psychisme du corps et notamment du soma. Donc, je me suis aussi formée en Angleterre, d'ailleurs, une approche ostéopathique qui s'appelle le crânio-sacré, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais, je vois. une approche assez globale voilà, de travail avec le corps. Qui est super, qui marche vraiment très bien, que j'adore. Et en dehors de ça, je suis mindfulness teacher, donc enseignante en français, on traduit ça par pleine conscience. Nous, on préfère parler maintenant de pleine présence ou présence attentive. Et au départ, je travaille avec des adultes et puis petit à petit, je me suis orientée plutôt sur l'éducation, notamment en devenant maman. Je me suis intéressée à ce qui se passait dans les écoles. Et j'ai créé en France, avec d'autres personnes, il y a maintenant 10 ans, on est dans la 10e année, une association qui s'appelle AMLE, Association pour la méditation laïque dans l'éducation, qui, malgré les difficultés avec l'institution, notamment au niveau des termes et des préjugés qu'il peut y avoir autour de ces pratiques-là, on verra qu'elles sont vraiment basées sur les neurosciences et sur des validations scientifiques. Mais malgré ça, voilà, l'association, dont je suis aujourd'hui la directrice générale, a pris une belle ampleur et on a aujourd'hui formé à peu près plus de 1000 éducateurs, je crois, au programme PEACE, qui est notre programme phare et qui est un programme basé sur la pleine présence pour développer les compétences socio-émotionnelles. Et dans le cadre de cette association qui aujourd'hui est financée aussi, enfin on reçoit enfin un petit peu d'aide, j'ai envie de dire, de la part de certains fonds de dotation, notamment je les cite, désolé, mais le fonds de dotation Nouveau Monde qui nous soutient depuis 2 ans. Et voilà, donc grâce à ces subventions et notamment aussi des subventions qu'on vient d'obtenir de la Commission européenne via les programmes Erasmus+, on développe aussi d'autres pédagogies. Toujours au service des écoles, de l'accompagnement des éducateurs et de l'intégration de ces pratiques basées sur la présence attentive auprès des élèves. Voilà, en gros. Okay.
Donc aujourd'hui, ma principale activité aujourd'hui, c'est d'être directrice générale de cette association, parce que ça prend pas mal de temps et on a des super projets qu'on développe, une bonne communauté bien active en France notamment, mais aussi au Québec, en Belgique et en Suisse. Ok. Quand tu dis une communauté bien active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à peu près un réseau, en tout cas actif, donc on a formé à peu près 1000 personnes. Ça veut dire qu'on a à peu près quand même aujourd'hui, on va dire entre 250 et 300 instructeurs actifs aujourd'hui en France. Alors instructeurs, ça peut être soit des intervenants extérieurs qui vont intervenir dans les établissements éducatifs à la demande des 10 établissements, ou ce sont du personnel éducatif en poste, voilà, qui du coup d'année en année mène à intégrer, on va dire, ces apports issus du programme PEACE, par exemple, à intégrer ces apports dans leurs apprentissages et donnent le programme durant le temps des cours auprès de leurs élèves. Donc, on a cette communauté-là. On a aussi des ambassadeurs. On a créé une communauté d'ambassadeurs aussi pour l'association qui aide aussi un petit peu à ouvrir des portes dans leur région ou en local ou à nouer des liens, voilà, avec des dispositifs tels les cités éducatives, par exemple. On est très présent aussi avec certaines cités éducatives en France. Et on a également, j'ai envie de dire, une communauté, mais indirecte, puisqu'on les touche, nous, moins directement, on les touche vers les personnes qui ont été formées et qui sont adhérentes à l'association. Mais on a une grosse communauté maintenant de jeunes aussi, qui ont suivi le programme PEACE ou d'autres programmes issus de nos professionnels. Et ça représente à peu près aujourd'hui 35 000 à 40 000 jeunes qui ont été sensibilisés en France seulement au programme PEACE, par exemple. Ok. Et toi, tu parles de pleine présence. On a vu très rapidement que effectivement le mot méditation, c'est pas encore très bien vu en France. Malgré que, alors dis-moi si je me trompe, hein, mais il y a quelques années en arrière, je crois que ça remonte à il y a 2-3 ans, apparemment ça avait été validé quand même par le département santé du ministère de l'Éducation nationale, qui avait adoubé la méditation en classe. Je me trompe? Alors, c'est pas complètement ça, mais il est vrai qu'il y a à peu près 3 ans ou 3-4 ans, en fait, on avait fait valider par le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque, un accord pour une expérimentation à l'échelle nationale avec les meilleurs labos de recherche français sur les effets, effectivement, et l'intégration de la pleine conscience dans l'éducation. Et puis, malheureusement, c'est devenu une histoire un peu politique. Des syndicats s'y sont opposés, notamment. Il y a eu un article à charge dans la Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc en fait, le ministre qui avait donné le feu vert a reculé sur le projet. Et c'est vrai que depuis, j'ai envie de dire on avait quand même de grandes avancées dans les échanges avec l'éducation nationale. Et depuis, ça a un petit peu, ou pas mal même régressé. Il y a notamment la DGESCO, la Direction Générale de l'Éducation, pour lesquelles, pour l'instant, méditation laïque, pleine conscience, c'est pas en odeur de sainteté, on va dire. Voire il y a des oppositions, des interdictions formelles dans certaines académies de faire pratiquer ça. Et malgré l'avis du CESEN, par contre, le Comité scientifique de l'éducation nationale, qui n'a pas vu vraiment de danger à appliquer ces programmes et qui a plutôt fait une recommandation effectivement de continuer la recherche. Mais dans le cadre actuel, c'est compliqué de continuer la recherche quand, on va dire, l'institution, le ministère s'y oppose finalement. Bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi mettre autant d'énergie autour de la pleine présence? Parce que les angles, tu sais, sont assez différents quand même pour apporter beaucoup de bien-être au sein de l'éducation nationale. Les angles sont quand même assez différents. Pourquoi toi, tu t'es concentré sur la pleine présence? Alors, d'une part, moi, c'est vrai que, de toute façon, il y a beaucoup de dispositifs complémentaires, j'ai envie de dire, et voilà, je dirais qu'il n'y a aucune pratique miracle. Déjà, je veux dire ça, c'est clair. C'est une conjonction, je pense, dans l'idéal de plusieurs méthodologies qui peut vraiment transformer les méthodes éducatives. Malgré tout, moi, je trouve que la pleine présence, c'est déjà une pratique non coûteuse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui demande énormément d'outils, c'est une différence de posture attentionnelle, à minima.
Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans la pleine présence, c'est que donc on va travailler l'attention, et on verra, on va y revenir sur le lien entre l'attention et le numérique notamment, mais l'attention, c'est une compétence, j'ai envie de dire, essentielle pour tout, que ce soit le bien-être, prendre soin de soi, l'écoute des autres, être attentif à son environnement, être incarné, être présent. Ce sont vraiment des capacités qu'on devrait développer pour la vie et pas juste pour l'éducation ou pour les apprentissages, mais qui sont aussi cruciales pour les apprentissages. Et dans les programmes de pleine présence, qui d'une part ont bénéficié, je crois que c'est une des méthodologies ou des approches qui aujourd'hui est reconnue comme une des approches qui fait partie des thérapies cognitivo-comportementales, hein, donc on fait partie de cette grande famille de TCC. C'est une approche qui a bénéficié, je pense, on va dire d'un intérêt énorme de la part des neurosciences, donc qui en plus a vraiment été analysé, qui continue à être recherché dans des contextes différents. Donc il y avait quand même un support, j'ai envie de dire, une validation scientifique derrière, une méthode, une rigueur. On fait pas ça comme ça au hasard, il y a des protocoles qui sont validés, donc ça aussi je trouve ça rassurant. Et puis il y a quelque chose qui est pas forcément évident tout de suite dans le nom pleine présence, présence attentive, pleine conscience, mais en fait c'est une approche où le corps a toute sa place, c'est-à-dire que on commence vraiment toutes les pratiques, tous les protocoles commencent avec retrouver cette connexion au corps, et notamment au corps intérieur, à ce que je ressens, à mes sensations, les émotions vivent dans le corps. On verra, le stress, c'est un phénomène biologique et biochimique. Et donc, si on est déconnecté du corps, c'est difficile en fait de cultiver l'attention et d'être plus présent et d'être dans la régulation émotionnelle. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que nous, enfin moi et l'équipe derrière moi aussi, et avec moi, on a décidé de se concentrer sur cette belle pratique de la présence attentive. Et comme je le disais, en plus, une fois que on comprend les mécanismes et qu'on commence à pratiquer et à s'entraîner, on n'a pas besoin d'y croire ou d'avoir une croyance religieuse ou philosophique ou spirituelle. C'est les compétences attentionnelles, on les a tous. Le besoin de se connecter à son corps, à ses émotions, c'est universel. Et en plus, une fois qu'on commence à s'entraîner et à apprécier cette pratique, finalement, on peut la faire n'importe où, n'importe quand. Et d'ailleurs, les jeunes nous le disent en permanence. Enfin, pour eux, ils ont l'impression qu'en fait, ils se sentent moins impuissants, et justement, quand ils sont dans une situation de stress ou une situation émotionnelle, que grâce à des pratiques simples ou juste à un changement de leur attention, de focus, ils peuvent apprendre à se réguler eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un cadeau pour la vie, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec toi. La question que je me pose, c'est d'ailleurs, je pense, c'est ce qui revient aussi assez souvent. Je pense que c'est des personnes, je sais pas, qu'on va appeler des détracteurs, par exemple, pourraient très bien dire, bah oui, en fait, mais c'est pas pour tout le monde la pleine présence. Vous pouvez pas demander à un enfant qui est TDAH, par exemple, d'être en pleine présence, tu vois. Ce qui est pas faux en soi. Mais moi, dans mon système de croyance, je me dis que peut-être qu'au moins pour 80% de la population, c'est accessible. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? Oui, je suis assez d'accord. C'est accessible, oui. Bon, je sais pas si je connais pas les pourcentages, mais pour bien 80%. Nous, on travaille beaucoup avec des groupes et essentiellement en collectif. Donc, on voit dans un groupe le niveau d'adhésion, de résistance ou de difficulté. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors pas initialement, mais au bout d'un moment de quelques semaines, il y a un changement et on va dire qu'il gagne l'ensemble du groupe. Donc en fait, il y a vraiment un effet sur la grande majorité des élèves. Maintenant, là où je suis peut-être d'accord, c'est que ce genre de pratique peut, à certains moments, on va dire, on peut ne pas être disposé dans l'instant où ça nous est proposé à rentrer dans ce genre de pratique. C'est vrai que se connecter au corps, ça paraît basique et enfin voilà, se connecter à ses émotions aussi puisqu'elles sont là de toute façon. Mais dans le cadre, par exemple, de jeunes ou d'adultes qui peut-être ont des traumas ou des choses difficiles, qui vivent des choses difficiles au niveau du physique ou des émotions ou du mental. Il peut y avoir une sorte de résistance à engager avec cette pratique-là dans l'instant, même si à l'école, on adapte les pratiques, elles sont courtes, elles sont accessibles. Voilà, c'est pas de la thérapie non plus, on va pas rentrer dans des choses trop profondes. On fait attention à ça parce qu'on est dans des dynamiques de groupe et qu'on connaît pas l'historique personnel. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a peut-être pas, ça match peut-être pas, c'est pas le bon moment, je dirais. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Maintenant, par contre, le mythe que les TDAH et ceux qui ont plus de problèmes d'attention
C'est pas une pratique qui leur est recommandée. Ça, c'est vraiment un mythe. Et au contraire, je trouve que c'est un public qui en bénéficie énormément. Mais il faut pas se fier à l'apparence. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester en apparence dans une sorte d'agitation. Et puis parce qu'il y a d'autres choses aussi à amener pour des TDAH. Il n'y a pas que la pratique attentionnelle. Il y a aussi l'importance du mouvement, de tout un tas d'autres choses qui sont là. Mais en fait, moi, je trouve que les publics qui, a priori, au départ, étaient les plus agités pour diverses raisons, sont souvent ceux qui, au final, en bénéficient le plus. Voilà. Ok. Mais ça peut ne pas se voir tout de suite, mais à un moment, ils vont vous le dire avec leurs mots à eux, ils vont y Ouais, je arriver. vois. Mais Oui, puis chacun a un point d'entrée dans la pratique, en fait. Ça, c'est vrai aussi. Oui, puis comme tu le dis très bien, il y a, je crois, de ne pas dire de bêtises, qu'il y a peut-être plus de 300 études maintenant sur les bienfaits de la pratique de l'attention attentive ou de la méditation ou de la relaxation, peu importe comment on l'appelle. Je revois encore Mathieu Ricard, tu sais, avec des électrodes là sur le cerveau, justement pour montrer notamment tous les bienfaits. Toi, si tu devais lister les bienfaits, tu sais, pour les néophytes qui se posent des questions, ça serait quoi en fait les bienfaits les plus importants tant pour les enfants que pour les adultes, mais là, bon, on est quand même plutôt concentré dans le monde de l'éducation, donc on va dire pour les enfants, ça serait quoi vraiment les bienfaits les plus importants? Le bienfait numéro 1, j'ai envie de dire, qui a été validé par toutes les recherches scientifiques sur tous les publics, que ce soit enfants, adultes, vétérans de guerre aux États-Unis, dans les prisons, etc., c'est la régulation du stress, la capacité à amenuiser, on va dire, le ressenti de stress. Donc, on se sent moins stressé et on a même vu qu'au bout d'un certain temps de pratique, c'est pas simplement qu'on se sent moins stressé, mais c'est que le cerveau, grâce à la neuroplasticité, va développer de nouvelles autoroutes neuronales. Donc, en gros, en clair, va développer une nouvelle stratégie face au stress, à ce qui me stressait avant. Finalement, je vais avoir un autre comportement, une réactivité différente et moindre. Donc ça, c'est vraiment l'effet qui a été validé, je dirais, sur tous les âges et sur tous les publics. Le deuxième qui suit souvent aussi, mais qui est plus complexe à mesurer sur des enfants jeunes, et notamment et en milieu scolaire, c'est la régulation émotionnelle des émotions. Mais pour autant, on voit par contre sur tous les publics une meilleure prise de conscience des émotions. Et puis aujourd'hui, en parallèle aussi, dans l'éducation, il existe quand même pas mal aussi d'approches de culture des émotions. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour apprendre à décrypter les émotions, à les nommer, à les identifier. Donc, on va dire, on est monté en compétence comme dans l'éducation à ce niveau-là. Mais la pleine présence permet aussi une autorégulation, pas simplement de comprendre les émotions, mais de les ressentir différemment, qu'elles aient un petit peu un impact différent sur nous, ou qu'on les suive moins, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est important. En parallèle à ça, du coup, il y a une augmentation du ressenti de bien-être, puisqu'on se sent moins stressé, on a l'impression qu'on peut mieux y faire quelque chose, on peut mieux y répondre, donc le bien-être augmente. Et il y a aussi eu des études faites sur... alors c'est difficile de mesurer complètement l'évolution sur l'attention, parce qu'en fait l'attention est une fonction cognitive très complexe à mesurer, beaucoup plus que ce qu'on pense quand on s'y penche vraiment dessus. Mais on a vu quand même une amélioration des capacités de concentration, par exemple, sur dans l'éducation et sur les jeunes, donc plus de capacité à se reconcentrer ou à ramener l'attention quand on l'a perdue. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit aussi. Et en parallèle, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aussi à la réduction de l'anxiété et à l'impact aussi sur les troubles du sommeil, ce qui est aussi important par rapport à justement à un des effets du numérique dont on parlera, qui affecte beaucoup les adolescents, c'est justement la perte de la qualité de sommeil et même des troubles sociaux ou des troubles émotionnels tels qu'un développement de l'anxiété, par exemple, qui peut être accru. Donc, on voit aussi une réduction de l'anxiété et des troubles du sommeil et un impact aussi sur la dépression. D'ailleurs, il faut savoir que, par exemple, au Royaume-Uni, ça fait déjà plus de 10 ans que, à l'équivalent de notre sécurité sociale, au NHS, ils peuvent préconiser un programme de mindfulness, donc de pleine présence, comme prescriptif pour prévenir les rechutes dépressives. Donc, ce sont des choses qui se font déjà dans d'autres pays, pas qu'au Royaume-Uni, aussi en Allemagne, ça commence. Et nous aussi, on fait partie d'un consortium en France qui essaie de faire avancer aussi ces choses-là au niveau de la France. D'accord. Ouais. Est-ce que par souci de cohérence, ça implique que
l'adulte qui va transmettre ça dans sa classe ou en tout cas auprès d'enfants, peu importe l'environnement dans lequel il se trouve, par souci de cohérence, j'allais dire, il faudrait que lui d'abord soit pratiquant, hein, je le mets entre guillemets, non? Parce que sinon, je trouve que ça a pas de sens. Est-ce que ça implique que d'abord former les adultes? Parce qu'on voit bien que dans notre société, on nous a pas appris justement à prendre soin de nous, hein, globalement, encore moins être en pleine présence et en pleine conscience. Dans ton processus, il y a d'abord l'adulte, j'imagine, qui se forme pour après le transmettre, c'est ça, oui? Oui, complètement. Ah oui, c'est important qu'il y ait cette cohérence et à minima que les éducateurs, avant d'appliquer, de chercher des outils avec les élèves ou les jeunes, ou même c'est valable pour les familles aussi, hein, avant de vouloir faire méditer ou pratiquer avec son enfant, c'est important déjà de comprendre à minima et de commencer à ressentir l'effet que cet entraînement attentionnel peut avoir sur soi. Nous, dans le cadre de l'association, c'est pour ça qu'on leur propose un parcours. On a un programme qui est un prérequis avant qu'ils fassent le programme Peace, par exemple, ou Wise Up, qui est notre nouveau programme pour le digital et le bien-être numérique et la santé mentale. Mais avant ça, on leur demande à minima, s'ils n'ont jamais pratiqué, qu'ils n'ont jamais été sensibilisés par ailleurs, de faire un programme qui s'appelle le programme Pause, voilà, qui est un programme de sensibilisation qui est d'ailleurs disponible aujourd'hui en e-learning. On peut le faire aussi de chez soi si on n'a pas le temps d'aller faire un cours en présentiel ou en visio. Donc, on peut le faire à son propre rythme. Donc, à minima, commencer à comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, et puis à pratiquer déjà pour soi. Et puis, il y a d'autres programmes que le programme Pause en dehors de l'association. Il y a le programme le plus connu, c'est le MBSR, qui est le programme qui a été créé par John Kabat-Zinn. Mais c'est vrai qu'à minima, il faut un prérequis. Après, c'est pas forcément un prérequis dans des programmes validés de pleine conscience. Nous, on a parmi nos éducateurs, des enseignants, par exemple, qui ont 10 ans de yoga derrière eux. Bon, dans le yoga, on voit des choses assez similaires, hein. Donc, la connexion au corps, elle est là. Il y a déjà des techniques respiratoires. Donc, ils comprennent déjà un petit peu ce langage-là. Donc, on peut accepter des personnes qui ont, on va dire, un autre parcours avec d'autres méthodes, mais voilà, qui ont déjà cette pratique personnelle. Moi, ça, c'est vraiment essentiel. Il y a d'ailleurs une étude hyper intéressante qui avait été menée, je crois, par le labo de Rebecca Shankland, Université Lumière Lyon, et qui montrait que en termes de ces pratiques attentionnelles, qu'en fait, sur les enseignants qui pratiquaient déjà que pour eux, en fait, même s'ils n'avaient pas encore appris à animer des programmes avec les élèves, qui faisaient pas de pratique en classe, il y avait déjà un effet, ne serait-ce que par leur changement de posture à Bien eux, sûr. leur propre régulation, il y avait déjà un effet sur le groupe classe. Ça, je trouve c'est super encourageant. C'est bien que tu le dises parce que c'était dans ce sens-là justement que je le précisais. Parce qu'effectivement, ça, pour le coup, ça, on le voit assez facilement quand quelqu'un est dans cette dynamique. Il a un changement de posture. Il a aussi une énergie, on va parler d'énergie qui est assez différente. Et donc, du coup, forcément, ça a un effet sur le collectif. Est-ce que dans des classes de 40 élèves, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de classes de 40 élèves, c'est applicable? Oui, oui, bien sûr, c'est applicable, hein. Moi, j'ai envie de dire, enfin, un groupe, c'est un groupe, c'est un égrégore, c'est une énergie, qu'on soit à 3, 10, 15, 20, 40, c'est la même chose. Bon, ce qui est un éducateur, un enseignant, s'il nous écoute, serait peut-être pas tout à fait d'accord. Pour eux, c'est pas la même chose. Je pense. Tous les jours en pratique de passer des apprentissages à 40, c'est sûr qu'on n'est pas dans des situations idéales, hein, dans d'autres pays, et je crois qu'ils limitent, notamment en Finlande, où enfin, c'est des groupes de 20 maximum, hein. Donc, évidemment, là, on peut aller beaucoup plus loin, et puis on peut s'attacher davantage à des difficultés peut-être individuelles. Voilà, là, ça devient impossible. Donc, là où ça devient difficile, même pour la pratique, c'est pas tant la pratique de l'attention qui est difficile à mener avec 40 élèves, c'est que déjà il y a une chance que le groupe soit plus agité, plus discordant. On leur dit souvent, on va le voir, le stress et les émotions, c'est contagieux et c'est même non verbal, même si l'élève n'a pas un comportement agressif ou de résistance ou etc. C'est ce qui est le cas aussi parfois. On peut perturber, on va dire, un groupe simplement parce qu'on est relié et que ben voilà, plusieurs jeunes stressés en même temps, ça va avoir un effet dans le groupe. Et ça, des fois, les enseignants le sentent, ils savent pas forcément quoi y faire en fait. Donc la question du nombre, c'est plus la question pour eux, je veux dire, de jour au jour, c'est plus épuisant aussi de tenir un groupe de 40 élèves, de maintenir leur attention, etc. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que ces petits temps de pratique qui offrent aussi une soupape de décompression dans le temps des apprentissages, à la fois pour l'enseignant
et pour les élèves sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des conditions idéales dans l'éducation nationale en France. On va dire ça C'est comme clair, ça. c'est clair. Ouais. Tu disais que tu avais développé là, un nouveau programme qui s'appelle Wise Up. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Donc, bien-être numérique et santé mentale, hein, c'est un peu si je synthétise, c'est un peu ça l'idée. Mais est-ce que tu peux nous en parler davantage? Parce que ça a l'air de se développer quand même dans plein d'autres pays, de ce que j'ai compris. Ça a l'air de prendre de l'ampleur. C'est quoi Wise Up? Alors, Wise Up, en fait, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne avec donc un consortium de pays européens. Donc, en fait, on travaille avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, la Turquie et la France. On est 6 pays, 12 partenaires. Et c'est un projet qui dure 3 ans. En fait, on est au tout début. Hein, donc, le projet, il a commencé en début d'année. Là, jusqu'à cette rentrée, on a travaillé sur la méthodologie. Donc, à plusieurs pays, on a travaillé sur la méthodologie du programme Wise Up, qui effectivement, dont l'axe, c'est d'adresser la grosse question de la santé mentale, notamment dans l'éducation, pendant le temps des apprentissages, dans les écoles, et notamment l'impact, parce que la santé mentale, c'est un vaste sujet, encore une fois, et plusieurs façons de l'aborder. Mais notamment l'impact, le lien entre le bien-être numérique, enfin en tout cas le numérique, l'environnement digital et l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des adolescents, mais également des adultes, parce qu'on verra que c'est pas juste les adolescents et les jeunes qui sont impactés. Et le principal levier, justement, c'est intéressant, le principal levier, on va dire, de réponse, en tout cas la méthodologie, c'est basé justement sur la pratique de la mindfulness ou de la pleine présence. Pas que, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment la mindfulness au service de la santé mentale et du bien-être numérique. Donc, c'est un projet, effectivement, qui va se développer sur 3 ans. Il y a une évaluation qui est faite notamment sur les élèves, qui va être menée par un organisme évaluateur. Et en gros, les activités, si je rentre un petit peu dans le détail du projet Wise Up, les activités, c'est 16 heures de formation qui sont offertes aux équipes volontaires des établissements et aussi de 2 à 4 ateliers avec les jeunes directement en classe pour avoir eux aussi leur retour et leur implication sur le bien-être numérique, la santé mentale, donc voilà, qui soient aussi porteurs à la fois pour les sensibiliser aux dangers, aux excès du numérique, mais également pour qu'ils soient eux aussi porteurs et contributeurs de solutions à leur niveau, à leur échelle. Donc il y a ça, il y a 16 heures de formation des éducateurs pour qu'ils puissent mener des activités et des pratiques après avec les jeunes et des ateliers avec les jeunes. Et puis un questionnaire d'évaluation. On a monté aussi, même si c'est du numérique, il y a aussi une app ressources où les enseignants formés et les éducateurs formés pourront trouver pas mal de ressources. Et en gros, ce programme, grâce au financement cette année de la Commission européenne, nous, en France, ça nous a permis d'offrir ce programme, j'ai envie de dire, à 15 établissements participants. Et on va pouvoir continuer en 2026 et 2027 à accepter d'autres établissements. Donc, il n'y a aucun frais pour les établissements scolaires. Donc, ça, c'est chouette, c'est une formation. Toutes les activités sont gratuites. Après, il faut juste qu'ils soient disponibles, volontaires. Mais voilà, donc Wise Up, en fait, c'est un acronyme. Hein, donc, en anglais, c'est... je sais pas si je parle anglais, mais en gros, c'est en tout cas, le bien-être... le bien-être, la présence et le numérique conscient à l'école. Hein, en gros, on est sur cet axe-là. Enseignants, parents, éducateurs, découvrez le magazine papier Innovation en éducation. Des initiatives inspirantes et des pédagogies concrètes pour faire évoluer l'école. Rendez-vous sur innovation-éducation-lemag.fr. Et c'est donc, et puis donc, en gros, chaque pays participe, chaque pays a des établissements contributeurs, participants, et puis en 3e année, on va communiquer, il y aura toute une dissémination du programme, donc une capacité plus grosse à accéder éventuellement aux apports de cette méthodologie pour les établissements scolaires qui le souhaiteraient. Ouais. Et puis une grosse communication qui va être faite envers les institutions, dans les universités, dans les différents ministères. Voilà. On a d'ailleurs, nous, déjà été on est suivi par le ministère de la Santé, déjà. Voilà. Donc, on communiquera les résultats au ministère de la Santé et on espère aussi au ministère de l'Éducation nationale. Bravo.
Ah ouais, parce que c'est pas rien quand même d'avoir un soutien de la Commission européenne. Non, voilà, je trouve que c'est une belle validation en tout cas, et une confiance aussi de la part de l'Union Ah ouais. européenne sur ce genre de programme et d'approche et de méthodologie. Et puis ça rentre eux aussi dans leurs grands axes justement, puisque c'est aussi au niveau européen l'axe l'urgence santé mentale et notamment des jeunes. C'est pas qu'en France. Ouais. Voilà. Et donc c'est sûr que pour l'Union européenne, c'est aussi un des grands axes sur lesquels ils financent différents projets là dans ces années et les prochaines années également. Donc oui, c'est une belle confiance, et c'est chouette aussi, j'ai envie de dire, de co-construire une méthodologie entre les différentes approches qu'on avait au niveau des pays. Donc ça a été une expérience intéressante, et puis donc du coup on a pris vraiment les meilleures pratiques de chaque pays pour construire cette méthodologie Wise Up. J'imagine le travail colossal que ça doit demander. On y a passé, j'ai pas eu d'été pour tout te dire, mais j'ai pas pris. Peut-être ça serait intéressant de préciser ce que vous sous-entendez ou ce que tu sous-entends par bien-être numérique. Alors, bien-être numérique, on va dire en gros, je dirais de manière très concise, ça n'est pas, au contraire, c'est pas du tout culpabilisé par rapport à l'environnement numérique, parce que ça, c'est impossible. Et puis, la dernière vague générationnelle qu'on appelle les alphas, la génération alpha, donc tous ceux après 2001 notamment, ils sont nés dans cet environnement numérique. Le numérique, on le sait aussi d'après certaines études, et a des impacts aussi positifs. Donc voilà. Donc le bien-être numérique, c'est plutôt développer justement une approche consciente de son usage du numérique, voilà, plutôt qu'inconsciente et automatique, puisqu'on verra que justement l'environnement digital joue à fond sur nos modes pilote automatique et le mode inconscient du cerveau. Donc on internalise tellement les usages, et notamment pour les jeunes, c'est encore plus important et plus accentué, qu'effectivement, on ne se pose même plus la question, finalement, des fois, de l'usage du numérique, ni de l'impact qu'il a sur nous. Donc, bien-être numérique, c'est être capable d'avoir une régulation, de contrôler son usage plutôt que d'être contrôlé par lui. En synthèse. Okay. Et là, on touche tous les enfants, c'est-à-dire tu commences, je sais pas, dès la maternelle, par exemple, ou c'est plutôt les ados? Ouais. Non, le programme Wise Up, on en a discuté entre partenaires, mais il est vraiment applicable, j'ai envie de dire, à partir minimum, je dirais, 9-10 ans. Mais là, nous, on se concentre vraiment sur les écoles secondaires, donc des collèges et lycées en France. Okay. Je crois qu'on n'a qu'une seule école primaire participante qu'on a acceptée, qui va faire ça avec des CM2. Mais c'est vrai que c'est un programme qui a été plutôt conçu pour pour dès l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Et l'âge où on commence à être le plus vulnérable au niveau des usages du numérique, et notamment des réseaux sociaux, puisque c'est une grosse partie du programme et de l'usage numérique pour les jeunes. C'est ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, évidemment. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et est-ce que tu mets dans la boucle aussi les parents, parce que c'est bien de toucher les enfants et les enseignants. Les parents aussi sont touchés de manière directe ou indirecte? Alors, dans le programme Wise Up, on n'avait pas la possibilité de faire un programme pour les familles, mais de manière indirecte, oui, dans le sens où déjà, dès le début, ils sont informés que le programme va avoir lieu dans leur établissement. On doit leur demander l'autorisation de faire passer des questionnaires aussi à leurs enfants, aux élèves. Donc, ils sont déjà informés. Et puis, la fin du programme de la formation Wise Up, le dernier module, c'est vraiment comment... pour les éducateurs formés, comment faire les liens avec la communauté et notamment les familles. Donc, qui est aussi des actions pensées par l'établissement pour impliquer, faire venir les familles aussi, et que certains de ces outils puissent se transférer aussi au-delà des murs de l'école. D'accord. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui va nous écouter ou qui nous regarde là, par exemple, qui est parent, qui n'est pas enseignant, qui n'est pas professionnel dans le monde de l'éducation, lui, là, il n'a pas forcément accès à ça. Non, pour le moment, non. Ce sera peut-être le cas justement en année 3, une fois qu'on aura les résultats de l'évaluation, de la formation, qu'on aura suivi les établissements.
Il y aura certainement des outils qui vont sortir pour de manière plus large, on va dire, pour les parents, et peut-être via l'app qu'on a construit en partie, justement, avec pas mal de ressources dedans. Mais à ce stade, non, ils peuvent pas s'inscrire au programme Wise Up. C'est pas une formation individuelle. Voilà. Donc, ce qu'ils peuvent faire, par contre, les parents, c'est porter la bonne parole à leur établissement. Ah oui, c'est clair. Ils peuvent nous contacter, on leur envoie la petite présentation et faire candidater l'établissement de leurs enfants. Ça peut être Ouais. super. Tu disais que ça faisait plus de 10 ans, c'est ça, que tu avais créé l'association AMLE? Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as le recul maintenant sur les premiers qui ont été formés ou qui sont passés par les outils que tu proposes 10 ans après, pour voir, tu vois, si ça a eu un impact encore 10 ans après dans ce qu'ils ont pu vivre? Est-ce que tu as ce recul? Oui, alors je dirais qu'on est devenu un peu meilleur au fil du temps et puis des moyens aussi pour essayer de suivre l'impact, puisque ça demande pas mal de mesures d'impact. Ouais. Et après, on peut pas. Il y a des personnes, des établissements, ça qu'on a perdu de vue, donc on n'a pas la vision sur tout. Malgré tout, moi j'ai vu effectivement un impact à la fois dans pas mal d'établissements, par exemple, où justement où plus d'une personne a été formée. C'est là qu'il y a l'impact le plus durable. Si c'est juste un instructeur qui est intervenu quelquefois dans une école et puis voilà, qui revient pas forcément, c'est difficile de suivre ce que deviennent les enfants, ce qu'ils en font, etc., ou de suivre les enseignants. Mais par contre, les équipes qu'on a formées en intra, dans les établissements, là, on voit un véritable impact et une transformation, des fois lente, hein, avec des fois des reculs et puis des avancées, mais une transformation progressive, même, on va dire, dans l'ambiance de l'établissement, les relations entre les collègues ou avec la direction. Il y a vraiment, parmi nos établissements pilotes, par exemple, du tout début, il y en a qui ont vraiment intégré ces pratiques ou qui, même au-delà du programme PIS, par exemple, qui est notre programme phare de l'époque et qui l'est toujours, mais au-delà du programme PIS, du coup, on dirait que le fait d'avoir fait ces programmes, d'avoir installé ces pratiques dans les apprentissages et entre collègues, ça leur a permis d'aller continuer à aller chercher en fait d'autres ressources et de continuer finalement leur cheminement et de transformer un petit peu la philosophie ou la culture de l'école ou ce qu'ils veulent offrir avec d'autres outils et d'autres approches aussi. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au-delà des pratiques dans les classes, très souvent, ce qui s'est passé, c'est que les enseignants qui, au début, faisaient venir quelqu'un d'extérieur pour faire ça dans leur classe, alors soit après souhaitaient se former eux-mêmes pour continuer, soit ont demandé aussi pour eux, disaient, mais aussi pour nous, ça nous ferait du bien finalement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des groupes de pratique entre midi et 2, 20 minutes, une demi-heure? Donc voilà, il y a certains enseignants adultes voilà, qui ont décidé d'installer ça en plus pour eux, entre collègues. Donc ça, c'est super aussi. Et puis, on a des établissements qui vont beaucoup plus loin aussi. Bon, après, ça dépend de l'appétence de la personne formée, de sa conviction, de son envie de faire bouger les lignes. Mais bon, je résiste pas. Là, je cite l'établissement notamment où travaille une de mes instructrices et formatrices que tu connais aussi, Anne-Marie Lafont, qui a écrit un super livre d'ailleurs sur C'est vrai. la méditation laïque en classe, que je conseille, très très bien écrit, très complet, notamment sur l'apport aussi des neurosciences et la validation de ces pratiques. Mais dans son établissement, il participe aussi au projet Wise Up, évidemment. Tous les élèves, pratiquement toutes les classes vont faire les ateliers. Il y a un grand groupe de collègues qui vient se former. Mais par exemple, il a aussi monté un programme entre cours de français et cours d'éducation sportive et physique. Hein, et donc, ils intègrent, ils travaillent à deux profs. Voilà, tu vois. Et ils intègrent ces pratiques attentionnelles dans leurs deux cours et ils évaluent un petit peu les effets sur les élèves. Donc, c'est juste quelques exemples qui me viennent en tête. Mais oui, je dirais qu'au bout de 10 ans, enfin, on a vu quand même des fois une transformation un peu systémique au sein de l'établissement. Et puis des limitations aussi, par contre, avec le modèle intervenant extérieur qui intervient. Là, des fois, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau et on a du mal à suivre, à voir si vraiment il y a un impact au-delà de l'intervention. Voilà, pour être transparente, c'est un petit peu le bilan qu'on fait aujourd'hui. C'est pourquoi là, on va mettre vraiment la gomme et les moyens sur le fait de former au maximum des équipes éducatives dans les établissements et si tant que c'est possible et que nous aussi on est soutenus, de leur offrir ces apports-là, enfin la formation gratuite puisque
une des difficultés, un des barrages dans l'éducation nationale, c'est aussi souvent la question du manque de budget pour ces formations. Ouais. C'est clair. C'est une bonne transition. Tu parles de barrage de l'éducation nationale. Et en fait, je me dis que tu t'es lancé dans une initiative là, il y a une dizaine d'années et je me demande si tu mesurais que tu allais faire face justement à beaucoup de barrages parce que c'est une institution qui est extrêmement fermée, l'éducation nationale. C'est compliqué en fait de la pénétrer. Alors, je me demande si tu avais déjà en fait ces idées en tête avant de te lancer dans l'initiative ou tu l'as découvert au fur et à mesure. Oui, non, j'avais déjà une bonne idée. Je savais que ça allait être difficile. C'est pour ça que dès le départ, d'ailleurs, je me suis dit, et avec l'équipe de départ, on s'est dit d'ailleurs, on ne va pas du tout aller taper aux portes du ministère, ni commencer par le haut, etc. Ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain. Voilà. Et que en faisant suffisamment de bruit au niveau du terrain, forcément, ça va remonter. Il y a un dialogue qui va commencer à s'instaurer au niveau de l'institution. Donc ça, je le savais dès le départ. Je pense d'ailleurs que c'était la bonne approche parce que sur le terrain, il y a vraiment des besoins. En fait, il y a beaucoup moins de résistance ou de préjugés que ce qu'on pense. Les préjugés, ils sont souvent au niveau de l'institution, au niveau de certains inspecteurs de circonscription qui vont même pas voir ce que c'est que ces pratiques. Ils entendent le mot et puis tout de suite, c'est non. Après, il y a des inspecteurs très ouverts aussi, donc je généralise pas du tout, mais voilà. Et ce que j'ai découvert par contre au fil du temps, c'est effectivement la complexité de ce qu'on appelle ministère, enfin de l'éducation nationale. Je crois que même des fois entre eux dans les rectorats, ils s'y perdent eux-mêmes entre les sigles, les différents services qui décident quoi, qui s'occupent de quoi. Donc c'est déjà complexe en fait comme organisation en interne. Donc c'est pour ça que c'est aussi complexe à faire bouger avec des innovations pédagogiques. Puisque déjà là c'est pas structuré pour, j'ai envie de dire presque. Donc c'est malgré le fait que y a eu cette instauration qui était chouette du CESEN, Comité scientifique de l'éducation nationale, lors du ministère de, je crois que c'était sous Blanquer, que ça a vraiment commencé à prendre un essor et c'est toujours là présent, qui fait des recommandations super en termes d'innovation pédagogique, qui évalue les méthodologies, etc. Mais finalement on voit peu d'impact, on voit pas beaucoup de répercussions sur le terrain de ce qui part de ces groupes en fait, de ces comités. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'avec l'éducation nationale, comme avec tout gros système comme ça, effectivement, c'est lourd de changer ça. Mais malgré tout, il y a aussi une histoire d'humain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est qui est à quel poste, quoi, au final. Parce qu'on a eu des grosses avancées justement avec des personnes à des postes clés, notamment au niveau du cabinet du ministre, qui étaient tout à fait ouverts à ce genre d'approche. Et puis, dès qu'il y a un remaniement politique, et alors en ce moment c'est le summum, donc de toute façon voilà, les orientations changent, les choses se referment, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avancer avec une grosse institution comme celle-là. Et même, je dirais, au sein du ministère, il y a plein de sous-entités, en fait. Par exemple, nous, on sait que les blocages viennent aujourd'hui beaucoup de la DGESCO, à tort ou à raison, je ne juge pas, mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres organes du ministère de l'Éducation nationale qui ne sont pas forcément opposés à ce genre de pratique. Voilà, donc c'est vraiment très complexe de naviguer les interlocuteurs, de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi, qui change, qui est en poste, qui est parti. C'est ça qui est très complexe au niveau de l'éducation nationale, de mon point de vue en tout cas. Bon. Ah, je t'entends plus, Julien. Non. J'ai perdu le son. Là, tu m'entends ? Oui, là, c'est okay. bon. C'est okay. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment, parce que tu sais, on pointe souvent du doigt les pays du Nord, la Finlande, Norvège, etc. Parce que là, on voit bien que c'est culturel, très clairement, ce que tu soulignes. Est-ce que tu penses que ça serait beaucoup plus simple, justement, à mettre en place là-bas, ou peut-être que c'est même pas utile parce que ça l'est déjà, d'une certaine manière ? Oui, il y a un peu la réponse dans ta question, je pense, mais effectivement, ce serait plus simple à mettre en place là-bas parce qu'il y a une culture d'ouverture par rapport à ces approches.
Et dans ces pays-là, c'est beaucoup plus, enfin, c'est devenu évident pour eux, tout simplement. Enfin, la philosophie de l'éducation a changé. Et nous, on n'a pas encore complètement ça. Il y a des superbes initiatives en France, hein. Il y a des choses super qui se passent, qui progressent quand même, mais on n'a pas encore revu vraiment la philosophie de qu'est-ce que c'est que l'éducation finalement. Alors que dans les pays scandinaves, par exemple, oui, ils mettent l'empathie au cœur des programmes. Les relations, donc tout ce qui est compétences socio-émotionnelles, c'est une évidence que pour eux, on peut pas avoir un bon climat d'apprentissage s'il y a un mauvais climat dans la classe ou même dans l'établissement. Donc, et pour eux, c'est devenu une évidence que voilà, qu'il faut allier une éducation à la fois on va dire cognitive à des composantes humaines également, enfin, une éducation humaine, et même l'usage du numérique du coup est beaucoup plus aussi régulé, revu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses ils prennent pas le non numérique du tout, ces écoles-là, mais effectivement, bon, ils l'associent à une éducation, une philosophie de l'éducation. Voilà, où vraiment les compétences dont on parle sont cruciales et sont le b.a.-ba pour eux, alors que pour nous, il faut encore les vendre, les défendre, les justifier. C'est ça qui est d'ailleurs des fois fatigant. Alors que pour ces pays-là, c'est ça qui marche. Et d'ailleurs, je suis désolée, mais ça se reflète aussi finalement dans le classement PISA, hein, où la France descend d'année en année dans les classements des systèmes scolaires éducatifs les plus performants, et où les pays comme notamment la Finlande et autres se classent maintenant dans les premiers, alors qu'ils commencent l'école plus tard, ils commencent qu'à 7 ans, les vrais apprentissages, hein. Mais c'est vrai qu'après, ils ont un rythme scolaire beaucoup plus cool aussi. Ils font pas 8 à 10 heures des fois. Enfin, tu vois des gamins des fois, ils sont de 8 heures à 17h30 à l'école, au lycée et collège notamment. Enfin, c'est pas possible. Enfin, le cerveau peut pas suivre, et on leur demande d'être attentifs pendant tous ces temps-là, des matières différentes. Enfin, c'est impossible. Et ça, ces pays-là ont compris ça, qu'en fait, le cerveau a aussi besoin de repos, d'activité physique, d'art, voilà. Et les classes d'empathie là-bas sont très bien intégrées. Donc, c'est vrai qu'on voit une différence à la fois dans les résultats académiques et dans le climat de l'éducation. Et... Je me laisse imaginer que malgré tout, si tu continues depuis 10 ans, c'est que ça marche. Oui, enfin, je dirais on continue depuis 10 ans parce que le besoin est là. Moi, j'ai un sentiment aussi, à tort ou à raison, d'urgence. Je trouve que malheureusement, ça va de plus en plus mal. Notamment dans la santé mentale des enfants et des jeunes. Hein. On sait aujourd'hui, je crois qu'il y a dans une étude récente, 1 sur 3 jeunes qui justement dit ressentir au cours de l'année plusieurs fois un sentiment de dépression, ou en tout cas de déprime, de à quoi bon, de lassitude, de tristesse ou d'anxiété. Voilà, donc le personnel éducatif est aussi à 40%, je crois, qui déclare être épuisé émotionnellement, notamment par rapport aussi au combat difficile maintenant pour l'attention, et c'est là que l'impact du numérique est aussi une connotation assez négative, hein, puisque le numérique capture notre attention davantage et l'épuise même, je dirais, hein, quand on scrolle, quand on passe beaucoup de temps sur les usages numériques. Effectivement, ça, mine de rien, ça fatigue le cerveau, même si ça crée une addiction aussi, un besoin de répétition. Donc je dirais qu'effectivement le besoin s'est accru, à la fois parce qu'il y a un accroissement de cet environnement digital qui est complexe à naviguer et qui a un coût cognitif sur les adultes et les jeunes et les enfants, et à la fois parce qu'il y a vraiment un mal-être dont on voit tous les jours des exemples, hein, je veux dire, sans parler des situations de harcèlement ou de violence à l'école dont les médias aussi nous repassent un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même un mal-être et de plus en plus de décrochage scolaire, etc. Donc moi, je dirais qu'on continue, oui, parce que ça marche, mais surtout parce que ça répond à un besoin, je dirais presque primaire, et que moi je préfère continuer à essayer de contribuer, même si c'est à ma petite échelle, que de tout arrêter en fait. Voilà. Oui, puis tu es bien parti là. Au contraire, il faut continuer, quoi. Tu sais, je sais pas si c'est le cas d'ailleurs en Angleterre ou dans ta vie de tous les jours, parce que j'imagine que tu dois faire des allers-retours en France puis dans d'autres pays. On en parlait hier avec des potes. On se réunit, pour la petite anecdote, tous les mercredis, on se réunit chez moi et on fait des jeux de société. Et accessoirement, en fait, on parle de plein de choses. Et là, hier, en fait, on remarquait justement, parce qu'on parle de santé mentale, chacun dans nos activités différentes, hein, dans nos vies respectives,
on a vraiment le sentiment que ces 10 dernières années, ça va de plus en plus mal au niveau de la santé mentale, mais parce qu'on l'observe vraiment, tu sais, dans la rue. Par exemple, je sais pas où nous on a un pote, il est prof de yoga, lui il le voit aussi au sein de ses cours, comment les gens en fait se comportent, tu sais, leur attitude. Tu le vois dans les transports en commun, tu le vois, oui, de la façon dont aussi les gens se comportent globalement en fait dans la vie, tu sais, de tous les jours. On voit bien qu'il y a vraiment un malaise, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Est-ce que toi, tu l'observes toi aussi à ton niveau? Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est une Ok, observation partagée. ok. Qu'il y a de plus en plus de déconnexion, Ouais, sentiment ça doit être ça, ouais. euh, des fois du corps, des ressentis, des émotions, enfin, beaucoup de personnes qui fonctionnent de plus en plus dans des automatismes ou qui n'y croient plus. Il y a aussi, je pense, des fois, dans le collectif, une sorte de désespérance, de désabusement. Enfin, c'est vrai que je trouve que Ouais, parce que la santé mentale, c'est ça, hein, c'est à la fois, enfin, c'est difficile à définir, mais ça n'est pas que le mental, c'est pas que le mental dans la tête. En fait, c'est comme je dis, c'est comment on se sent aussi dans son corps, c'est notre capacité à prendre soin de notre bien-être, c'est aussi notre capacité à rester engagé, connecté, motivé. Et on le voit, que ce soit chez les jeunes ou même chez des adultes, hein, on voit cette perte de motivation, des fois cette perte d'engagement, cette ouais, difficulté à se projeter aussi dans un futur souhaitable. ouais. Qui est aussi, si, ouais, je trouve que ça, ces 3-4 dernières années, je trouve que moi aussi, j'observe et mes collègues, mes amis aussi, on observe la même chose, que ça a pris une ampleur Complètement. mondiale déjà, et puis beaucoup plus intense, beaucoup plus forte qu'avant. Ouais. Ouais, Mm. c'est clair. S'il y a des gens là qui nous écoutent, qui ont envie de t'aider, j'allais dire d'aider le mouvement, comment on fait pour vous aider? Bah, déjà, vous nous contactez sur notre site, vous contactez une des personnes de l'équipe, ça peut être moi, ça peut être Elsa ou quelqu'un du CA, enfin, voilà, il y a les contacts sur le site. Vous regardez un petit peu justement à quoi nous servent les fonds, bah, notamment c'est ce qui nous permet, je tiens à le préciser, pour le programme Wise Up, donc du coup on a des fonds de la Commission européenne, mais qui sont pas illimités non plus. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le fonds de dotation qui nous aide a décidé de continuer à aider à financer le projet Wise Up au-delà, voilà, du projet européen, pour que d'autres établissements puissent continuer à candidater, parce qu'on a déjà un peu une liste d'attente et des établissements qu'on n'a pas pu prendre cette année, par exemple, ou l'année prochaine. Donc, vous pouvez regarder ça et puis vous pouvez décider, enfin, vous pouvez nous aider à la fois, soit alors, si vous êtes un donateur, évidemment, on est d'intérêt général, donc vous pouvez donner pour une des actions, par exemple, pour financer un établissement dans votre région ou votre localité, lui offrir soit le programme PIS, soit le programme Wise Up, si vous le sentez. Et puis après, on a toujours besoin d'aide en compétences aussi. Donc, si vous avez une compétence, parce que mine de rien, on est une petite équipe par rapport à la tâche, j'ai envie de dire. Si vous avez du temps, un petit peu de temps ou des compétences particulières, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire et on vous rencontrera avec plaisir. Et c'est où qu'on vous écrit? Alors, eh bien, sur le site, le mail de l'équipe, c'est, je te l'indiquerai, mais c'est ame.equipe@gmail.com. Ok, Le site, c'est méditation-enseignement.com d'accord. pour l'instant. Donc, on peut indiquer peut-être le site. Là, j'ai pas la mesure, je peux pas le faire là dans l'instant. D'accord, ouais, Et, et sur le site, vous allez dans équipe et il y a les contacts et les emails, de toute façon, des principales personnes qui seront vos premiers interlocuteurs dans l'association, dont moi, j'en suis une, et puis ok. d'autres qui sont là aussi. Ouais. Je le mettrai après tout à l'heure en commentaire. Peut-être une précision pour ceux qui font des dons. Tu dis que tu es d'intérêt général, donc moi ça me laisse sous-entendre qu'il y a une défiscalisation, non? Oui, c'est ça. Il y a une Ouais. défiscalisation. Oui. On peut faire un rescrit fiscal. Il y a une défiscalisation donc pour les donateurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, ouais, sur vos Ouais, impôts. Ouais. ouais, c'est important de le préciser parce que je crois que le montant est assez élevé, hein, c'est plus de 60%, il me semble, hein. Ouais, la plupart du temps, c'est 66%. Après, je sais Ouais, plus si c'est pour à la fois individuel et entreprise, mais c'est autour de 66% en tout cas, oui. ouais, c'est quand même pas rien, quoi. Oui, Ok. tout à fait. Merci beaucoup, Candice. Est-ce que tu un mot de la fin, peut-être? Tu as quelque chose à rajouter qui te semble important à mentionner? Qu'est-ce que pourrait être le mot de la fin? Alors, bah, d'une part, je réitère donc qu'on est ouvert à des candidatures
pour faire financer, si vous connaissez des établissements ou vous êtes un établissement qui nous avait écouté et qui voulait candidater pour recevoir Wise Up, ou le programme PIS qui est plutôt pour les écoles primaires et là on est plutôt sur les CPS, les compétences psychosociales. On a quelques bourses, on a un certain nombre de bourses allouées pour 2026 et 2027. Donc n'hésitez pas à candidater, ça se trouve aussi sur notre site. Vous allez voir sur les projets, vous aurez le formulaire pour candidater. Voilà, et puis je dirais qu'en fait aussi c'est pour moi, enfin la présence attentive, je dirais c'est pas un luxe ni une croyance ni une mode en fait, c'est vraiment une compétence essentielle pour la vie et pour l'éducation. Donc c'est quelque chose qu'on a en tant que collectif vraiment tous intérêt à développer justement pour vivre une vie plus pleine et s'occuper de notre bien-être et de celui des êtres chers aussi et de l'environnement pour mieux prendre soin les uns des autres. Voilà le mot de la fin. Ça me fait penser, alors j'ai un dernier mot de la fin. Ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et je suis pas sûr de te l'avoir posé. C'est quoi le bonheur pour toi, Candice? Oh, wow, comme ça juste à la fin. Ouais. Le bonheur pour moi, alors en très peu de mots, parce que c'est une vaste notion. Déjà, le bonheur, pour moi, ça a un sens, c'est quelque chose qui est très individuel. Et pour moi, il ne réside pas dans l'acquisition de choses externes qui, d'essence, sont passagères et transitoires et voilà, et jamais assurées finalement. Donc, le bonheur pour moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans ma vie de pouvoir dire que je peux me faire confiance, que je suis bien telle que je suis, alors qu'avant je me critiquais beaucoup, c'était jamais assez bien, etc. Donc déjà d'être arrivé à un ressenti vraiment d'être à l'aise et d'avoir une relation aujourd'hui, peut-être pas d'amour inconditionnel avec moi-même, mais au moins amicale avec moi-même. Ça, c'est une sorte de bonheur durable, ce lien profond avec soi qui tient face à tout ce qui nous entoure, face à ce monde qui est un petit peu fou, qui, moi, m'aide à m'adapter, à survivre, à continuer à espérer, à m'investir. Je crois que c'est grâce à ce lien intérieur que j'ai établi et qui est plus profond, plus amical et plus apaisé aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire maintenant. C'est beau. Merci, Candice. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi. Et puis, écoute, j'imagine qu'on se reverra à un moment donné quelque part dans le monde. Oui, j'imagine aussi. Et merci Julien pour aussi tout ce temps, ces actions, tout ton investissement aussi, c'est précieux. Avec joie, avec joie. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, c'était Candice Marot, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très important, l'initiative de Candice. Je vais vous remettre le site que j'ai fait afficher sur la fin. Si vous voulez aller sur son site, lui poser les questions, peut-être participer au programme PIS notamment, mais pas que, au programme aussi Wise Up. Vous tapez donc méditation-enseignement.com tout simplement. J'espère que vous allez bien de votre côté, parce qu'on parlait de santé mentale. C'est un vrai enjeu national là sur 2025. Je me laisse imaginer que malheureusement, ça va peut-être se perdurer sur l'année 2026. Je vous montre d'ailleurs, je voulais montrer très rapidement pendant notre échange, on a fait un magazine dédié, justement le magazine Innovation en éducation, c'est le numéro 25 de mémoire, qui est dédié à la santé mentale, qui a pour titre Santé mentale tous anxieux. Vous trouvez très facilement sur notre boutique en ligne, vous tapez boutique Innovation en éducation. Je vous rappelle, c'est un magazine papier, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi, on a parlé à un moment donné d'attention, on a fait un magazine aussi qui est dédié à l'attention, problème d'attention, le nouveau mal du siècle, qui est un vrai enjeu aussi. Et ça, c'est le numéro 23 du magazine Innovation en éducation. Toujours pareil, vous le trouvez dans la boutique, vous tapez boutique Innovation en éducation. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo que j'aime beaucoup, qu'on a faite il y a quelques années, justement autour de la boutique. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, là au moment où vous allez écouter ou regarder cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité.
À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.